Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Commençons effectivement par la crise sanitaire. Nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée. La situation continue à se dégrader. Est-ce qu'il faudrait rendre la vaccination obligatoire comme le font certains de nos pays voisins? Non, je ne crois pas et je crois qu'il faut rester sur ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'il faut convaincre plutôt que de contraindre. Sinon, on a une politique de santé qui est contre-productive. Et je crois qu'il faut arrêter avec des conseils de défense où M. Emmanuel Macron décide tout seul et où on se retrouve dans une situation où nous avons aujourd'hui moins de lits d'hospitalisation que ce que nous avions au début de la crise sanitaire. Il faut impérativement et d'urgence rendre les tests gratuits. Mais vous faites comment pour convaincre les 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés? Eh bien, des médecins ont proposé une politique qui s'appelle la politique d'aller vers, c'est-à-dire de remettre par le maillage de santé dans le territoire, qu'il faudrait d'ailleurs remettre en place, remettre des médecins généralistes, des infirmiers qui vont à la rencontre notamment de celles et ceux qui ne se sont toujours pas fait vacciner et de celles et ceux qui ont d'abord l'âge ou des comorbidités qui rendent le Covid, la contamination au Covid, extrêmement grave. Il y a une nouvelle catégorie qui pourrait aussi être vaccinée, les enfants de 5-11 ans les plus fragiles. Est-ce que là aussi vous y êtes opposé à la vaccination des enfants de 5-11 ans? Nous sommes opposés à la vaccination obligatoire, que ce soit sur les enfants ou sur les adultes. Et sur la question des enfants qui auraient une immunodéficience, si les médecins le disent, eh bien, il va falloir aller convaincre et non pas contraindre, parce que là aussi, je crois qu'on va se retrouver dans une situation extrêmement éruptive et qui est contraire à ce que nous voulons faire. Mais d'abord et avant tout, remettons des moyens dans la santé, remettons des purificateurs d'air, faisons que les tests soient gratuits, notamment à la veille des réveillons, et faisons en sorte qu'on lève enfin les brevets quand la majorité de la population mondiale n'est pas vaccinée. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous complique de mener campagne en cette période de Covid ou avec cette 5e vague? On le voit bien, vous avez tenu meeting hier, mais est-ce que ça complique la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Oui, on est inquiet parce que le Parlement, la majorité présidentielle a donné les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron jusqu'au 31 juillet 2022, comme si l'élection présidentielle finalement était une formalité pour le président de la République, qui est d'ailleurs président et candidat. Et nous sommes inquiets de savoir qu'ils peuvent, comme ils le veulent, déclencher un couvre-feu, un confinement et autres. Et je crois que c'est effectivement... Est-ce que ça change, vous, votre manière de faire campagne? Oui, bien sûr. Nous avons fait pendant longtemps des meetings numériques. Nous utilisons déjà beaucoup les réseaux sociaux. Mais si nous sommes dans une situation où, de nouveau, il y a des restrictions d'aller et venir, eh bien, cela perturbera grandement la campagne présidentielle, puisque une des caractéristiques des campagnes de Jean-Luc Mélenchon, c'est justement de rassembler le grand nombre. Justement, hier, vous étiez donc tous à la Défense pour ce meeting pour lancer l'Union populaire, destinée donc à élargir cette base électorale. Justement, une partie de cet électorat populaire est quand même partie à l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'il ne revient toujours pas vers vous? Alors, je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, justement, dans les quartiers populaires, a un écho extrêmement fort. Et c'est d'ailleurs la caractéristique de la dernière campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir été à la fois la plus forte chez les jeunes, mais dans toutes les catégories sociales. Donc non, les milieux populaires ne votent pas constamment à l'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que ce n'est pas la majorité. Parce qu'y compris, ce sont les gens qui souffrent les plus des politiques qui sont menées. Et dans l'Union populaire que nous avons montrée hier, dans les 200 visages du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous avons des syndicalistes, nous avons des militants des quartiers populaires. Et je crois que c'est une image extrêmement importante pour nous de montrer que oui, les artistes, les intellectuels, les associatifs, les syndicalistes s'engagent à nos côtés et font l'union par la base. Est-ce que l'une des difficultés du moment, ce n'est pas non plus de reprendre une partie du programme de 2016 et de donner une impression de déjà-vu finalement? Je crois qu'on n'a pas besoin de réinventer des choses constamment. Lorsque nous disions qu'il manquait des moyens dans l'hôpital public et que la santé était un commun, avions-nous tort? Je ne crois pas. Et je crois que quand Emmanuel Macron a enlevé 4 milliards d'euros à l'hôpital public et fermé 14 000 lits, nous avons plus que jamais besoin de remettre de l'argent. Lorsque nous disions qu'il fallait la retraite à 60 ans, eh bien nous pensons que nous avons toujours raison. Lorsque nous disions qu'il fallait faire la constituante, c'est-à-dire que le peuple réécrive la Constitution pour se refonder politiquement, nous croyons que nous avons toujours raison. Mais vous remarquerez que qu'est-ce qui change par rapport Alors, à qu'est-ce qui change?
Dans notre programme, il y a maintenant 694 mesures, ce qui est à peu près le double de ce qu'il y avait la dernière fois. Donc nous avons monté en détail et y compris utilisé tout le travail parlementaire que nous avions fait. Et vous verrez, nous aurons des plans prêts à gouverner, parce que nous avons maintenant un candidat, un programme et notre stratégie, l'Union populaire. Et les différences avec les autres candidats de gauche sont toujours trop importantes pour imaginer un travail en commun? Oui, je crois que l'élection présidentielle, il ne faut pas mentir aux Français. Nous avons des différences fortes sur la question de notre rapport aux traités européens. Nous croyons que dans le cadre des traités, il n'est pas possible de mener la politique écologique, sociale digne de ce nom. Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités, disait M. Juncker. Il y a évidemment la retraite à 60 ans. Si vous voulez la retraite à 60 ans, votez pour Jean-Luc Mélenchon, pas pour les autres. Pour l'instant, chaque candidat de gauche reste sur son couloir. Mais ce que nous avons démontré hier, c'est que nous unissons largement et que je crois que ce sont des idées qui sont majoritaires dans notre société. Nous l'avons d'ailleurs démontré lors de nos universités d'été. Autre candidat en meeting hier, Éric Zemmour. Est-ce que pour vous, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ce sont les mêmes adversaires, le même combat à mener? Oui, finalement, je pense que les Français, ils ont trois choix à l'élection présidentielle. Il y a un proverbe antillais qui dit même bête, même poil. Donc je crois que vous avez d'un côté l'extrême droite la plus violente et la plus chaotique, comme on l'a vu hier, qui est donc représentée par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous avez l'extrême marché avec Mme Pécresse et M. Macron. Et puis vous avez le camp de la rupture avec la maltraitance sociale, écologique et démocratique dans notre pays que nous incarnons. Et si nous voulons avoir un candidat de gauche au second tour, eh bien je crois que maintenant c'est clair que c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon et le bulletin de vote, l'avenir en commun. Vous parliez justement des Antilles. Je voudrais y revenir sur cette crise qui n'est absolument pas finie. Vous étiez aux Antilles en juin 2021. Pourquoi le dialogue semble impossible ? Je crois qu'il y a eu beaucoup de mépris face aux demandes légitimes des Antillais. J'ai fait une commission d'enquête sur la question de l'eau. Figurez-vous qu'en France, en 2021, lorsque vous vivez en Guadeloupe, votre enfant rate jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'a pas d'eau à l'école. Et lorsque vous êtes dans une situation de pandémie, eh bien, le premier des gestes barrières, c'est de se laver les mains. Vous ne pouvez pas vous laver les mains lorsque vous n'avez pas d'accès à l'eau potable. Nous demandons ça depuis des mois, il n'y a eu aucune réponse. Les Antilles sont contaminées et empoisonnées pour 700 ans au chlordécone, cet insecticide qu'on utilisait dans les bananeries. Mais le gouvernement dit qu'il met de l'argent, un nouvel hôpital en Guadeloupe, 1,5 milliard pour le Covid. C'est pas la réponse. Quand on parle d'autonomie, c'est pas non plus la réponse. Non, parce que pour l'instant, ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée par les Antillais, c'est respecter notre dignité. Donnez-nous des droits et de l'égalité. Et je crois que sur ces réponses-là, le fait de, lorsqu'on pose des problèmes aussi importants, un taux de chômage double, un taux de pauvreté double, eh bien, si la réponse c'est d'envoyer le GIGN et le RAID, je crois que le message qui est envoyé, c'est vous êtes des ennemis de la République et nous ne répondrons pas. Mais l'autonomie ne veut pas dire décentralisation aussi pour vous? Mais non, ça ne peut pas être une gestion plus locale. Tous les manifestants et tous ceux qui protestent aujourd'hui disent ce n'est pas la question. On pourra avoir le débat après de savoir autonomie ou pas autonomie. Mais ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de l'eau, c'est des moyens pour l'hôpital public, etc., etc., ce que le gouvernement ne fait pas. Merci Mathilde Panot. Merci Mathilde Panot d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Anne, à demain dans la